Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la nouvelle Triumph Speed Triple 1200 RS. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant à la fête avec une Speed Triple. Ce gros roadster sportif, c'est sans doute le modèle le plus emblématique de la marque anglaise. Il existe depuis 1994, il a été popularisé dans une flopée de films, dont le fameux Mission Impossible. La dernière évolution de la Speed Triple était plutôt soft, on va dire. Là, cette année, pour 2021, Triumph a presque tout repris à zéro. Nonobstant le look, qui finalement évolue très peu, à part la disparition des pots sous la selle, le châssis est inédit, le moteur est inédit, il gagne en cylindrée, il doit faire 160 cm3, nonobstant les 1200 de l'appellation commerciale. Il y a 30 chevaux en plus, le poids passe sous la barre des 200 kg tout plein fait. On a des suspensions le plus haut de gamme que vous pouvez imaginer, c'est du Öhlins. Les freins, c'est le top du top de chez Brembo. C'est que du haut de gamme, c'est que du caviar. Voilà. Et enfin, Triumph a décidé de se remettre à reprendre la tête de la catégorie des roadsters sportifs. Si on veut aller un peu plus loin dans tous les changements qui ont été apportés à cette machine, il faut savoir qu'il y a un tout nouvel écran TFT qui remplace l'ancien tableau de bord avec une nouvelle interface. Le shifter up and down est dorénavant monté de série sur cette machine. Il y a un transpondeur qui permet dorénavant d'ouvrir sans la clé le réservoir. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça a ennuyé pas mal de précédents, voilà, pas mal de propriétaires de l'ancienne génération de Triumph. Ça, c'est bien. Il y a le système Triumph Connect de mémoire qui permet de commander son téléphone et une GoPro directement avec les commandes au guidon. L'interface est très réussie. Bon, elle carbure un peu au Lexomil. Quand on démarre la machine, il se passe grosso modo une dizaine de secondes avant que tout vous arrive à la face. Quand on fait les manipulations avec le petit joystick qui est ici, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif. D'autres constructeurs font mieux à ce niveau-là. Triumph a aussi travaillé quelques petits détails supplémentaires. La position de conduite a été légèrement modifiée, le guidon est un peu plus large. Les repose-pieds ont été très légèrement rentrés à l'intérieur du châssis pour gagner en garde au sol sans radicaliser la position de conduite. Ça, c'est toujours bien. Et il y a une nouvelle signature visuelle. Triumph passe au full LED un peu comme tout le monde. Donc voilà, le double optique a des sourcils lumineux dorénavant et vous avez un joli petit V inversé à l'arrière et comme d'habitude chez Triumph, la finition est absolument irréprochable. Enfin, quand je dis absolument irréprochable, en fait, pas tout à fait. Si vous regardez ici, il y a la commande de la valve à l'échappement qui aurait pu être quand même un poil mieux intégrée et cette fameuse pièce de plastique ici qui assure la jonction entre le réservoir et le cadre. La jonction ici entre les deux pièces est même pas jointive. Voilà, c'est rien au regard de tout le reste. C'est un tout petit point de détail, sinon tout le reste est effectivement irréprochable. Il suffit de regarder la qualité de la visserie, de l'assemblage, des matériaux. Tout est absolument au top. Le prix de cette Triumph 1200 RS, avant qu'on passe à l'essai routier, il n'y aura pas de version de base, contrairement à la précédente génération, donc il n'y aura plus que la RS. Elle sera facturée 17 500 € et elle est commercialisée dans deux coloris uniquement. Vous avez un noir brillant et ce joli petit gris satiné. Et si vous souhaitez la personnaliser, Triumph, comme d'habitude, nous a sorti un catalogue d'accessoires épais comme un annuaire. Maintenant, on passe à l'essai routier. A tout de suite. Alors en fait, ce qui surprend le plus au début, c'est qu'il y a un total décalage entre la lecture de la fiche technique et les sensations qu'on a sur cette machine. Il y a plein de chevaux en plus, il y a du couple en plus. Sur le papier, il est situé beaucoup plus haut, 9000 tours au lieu de 6500. Voilà, on se dit ça va être quelque chose bien radical, façon super Duker. Et au fait, pas du tout. Quand on regarde effectivement en dessous de 6000 tours, on sent pas grosse différence par rapport à la précédente génération. Au-dessus, le 3 cylindres est absolument décoiffant. C'est assez phénoménal. Ça pousse très très fort. Sur route ouverte, c'est même un peu hasardeux d'aller chercher les 2000 derniers tours
ça lève tout seul sur les 3 premiers rapports, ça a des velléités de lever en 4, c'est poilu, c'est très très poilu. Mais à côté de ça, il y a les aides à la conduite qui sont, comment dire, d'un velouté rare. En tout cas, elles sont très transparentes dans leurs actions. L'anti-patinage, l'anti-wheeling, le mapping et toute la quantité absolument incroyable d'électronique embarquée qu'il y a sur une moto moderne. Ça juste en fonction du mode de conduite qu'on choisit. Il y en a 5. Mon Rhine, le mode pluie, il sert comme son nom l'indique quand il pleut. On va dire que c'est anecdotique. Les autres modes, j'aime beaucoup le mode road au fait. Plus que les autres, tout simplement parce que je trouve que le mapping moteur est un peu trop brutal à la reprise des gaz en mode sport. C'est le seul petit reproche que je peux formuler à l'égard de cette machine. C'est voilà, quand on coupe les gaz en rentrant dans un virage et qu'on rouvre après, même sur un fil de gaz, il y a, à part dès qu'on sort du mode road, du mapping road, il y a un petit à-coup un peu gênant. Et bien sinon les suspensions en ligne sont bluffantes d'efficacité. Il faut faire le réglage soi-même par rapport à des suspensions haut de gamme adaptatives, on va dire. Mais finalement, une fois qu'on a trouvé le bon réglage, passer du billard à du bitume un peu fripé, un peu âgé, d'une départementale qui a pas vu la DDE depuis 10 ans, les suspensions en ligne sont capables de gober les deux. Les freins sont tout simplement phénoménaux. Si vous cherchez le nirvana du freinage, vous les avez sur cette machine. C'est voilà, on peut doser sa décélération au demi-kilomètre/h près. Le toucher de levier est au top lui aussi. On peut même changer la consistance de l'effort au levier. Pareil pour l'embrayage, c'est du micrométrique. On fait rien de mieux, donc voilà, tous les périphériques sont tout simplement au top. Ça ne sert pas que la radicalité, mais aussi la polyvalence et la facilité. Le châssis en tant que tel, en fait, il ressemble à l'ancien, mais c'est pas du tout le même. Les changements apportés sont réellement bénéfiques. On a un train avant qui inspire confiance, qui demande pas trop d'efforts à la mise sur l'angle, qui est collé au sol en permanence, mais ça c'est plus à mettre au crédit des pneumatiques et des suspensions. Mais voilà, mais en tout cas il remonte de bonnes informations. On peut rouler très 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 fort sans faire le moindre effort. Voilà, l'accord entre l'avant et l'arrière et des suspensions est parfait. L'électronique gère la motricité à votre place. La position de conduite est, on va dire, dans la norme des roadsters sportifs. J'aime bien le guidon un peu large qui offre un bon bras de levier, même si la machine est légère, 200 kg, un peu moins de 200 kg. C'est vrai que bon, le 3 cylindres est quand même un peu un gros moteur, on ne ressent pas trop d'inertie. Et au fait, voilà, la mise sur l'angle, on a l'impression d'avoir une machine qui fait bien 15-20 kg de moins. Donc du coup, le pilotage est très instinctif. Le diamètre de la fourche est très imposant. Et du coup, le rayon de braquage est quand même pas formidable. La selle est ni confortable ni inconfortable. Par contre, le dessin est très très bien parce qu'on a beaucoup de latitude de mouvement. C'est très étroit au niveau de la jonction du réservoir. L'ergonomie des machines tend vers quelque chose qui va à tous les gabarits. Moi, avec mon 1m70, je suis plutôt au format nain de jardin, donc je mets presque les deux pieds totalement à plat. Les commandes sont douces, la nouvelle boîte est... Comment puis-je formuler la chose de manière politiquement correcte? Elle est enfin bien. Historiquement, les Triumph n'ont jamais été trop réputés pour la douceur de leur boîte. Elles sont précises. Elles sont bien guidées, mais elles demandent souvent un très très long rodage et elles ont toujours eu un peu tendance à accrocher un petit peu. Là, c'est une nouvelle boîte avec deux arbres superposés façon super sport, beaucoup plus compacte et qui est plus douce. Puis voilà, s'il y a un petit défaut, il y a le shifter up and down et très très bien au demeurant. Voilà, il accompagne même à très très bas régime. Voilà,
il est parfait quand il fonctionne. Mais de temps en temps, il a des petits ratés. Ça se met à accrocher justement. Alors ça arrive une fois tous les 50, 60 fois. Mais voilà, il a eu quelques absences. Mais sinon, le reste du temps, il est doux, réactif, presque irréprochable. Donc. La consommation, comme tous les moteurs modernes, si vous lui tapez dedans, vous risquez d'aller flirter avec la barre des 10 litres. Sur piste, en tout cas, c'est faisable. Régime stabilisé, 130 sur autoroute, ça varie suivant la déclivité du terrain. Voilà, ça varie entre 5 litres, 5 litres 5 avec le cruise control à 130. Sur départemental, c'est moins. Donc voilà, vous avez devant vous une autonomie qui varie entre 200 bornes en roulant comme un idiot à 300 et plus en restant modéré avec la poignée de droite. Personnellement, j'aime beaucoup le caractère du 3 cylindres. Triumph a bien travaillé sur la sonorité. Il y a des valves qui s'ouvrent de manière assez intempestive d'ailleurs. Reste discrète tant qu'on reste en dessous des 6000 tours. Puis dès qu'on dépasse le régime, ça là ça fait du bruit. Voilà, on arrive sur le circuit de Paranos et on va pouvoir enchaîner sur un petit commentaire piste, le temps d'enfiler une combinaison. Petite précision, Triumph France a spécialement adapté les suspensions en ligne pour ce tracé et nous a fourni une montre pneumatique encore plus performante que celle d'origine afin d'exploiter sans trop d'arrière-pensée les 180 chevaux de la bête et le couple débordant. Autre petite précision, en mode track, l'anti-patinage et l'anti-wheeling sont toujours actifs, on peut bien évidemment les désactiver. Mais anti-patinage et anti-wheeling sont indexés sur les modes de conduite. C'est-à-dire que plus on va vers un mode de conduite radical, plus l'aide à la conduite sera permissive et autorisera un peu de latitude de jeu. En mode rain sans chevaux, point de salut, ça coupera avant même que ça se mette à patiner. D'abord, il faut que je vous parle du moteur, qui est tout simplement époustouflifiant. On a rarement l'occasion d'exploiter les 2000 derniers tours du compteur, du compte-tour sur route ouverte. Là, c'est possible quasiment en permanence. Et mon Dieu, c'est décoiffant. Ça pousse velu. C'est pas une moto qui est dédiée à faire de la piste. C'est une moto pour la route, ultra performante, qui peut faire de la piste à l'occasion, mais c'est pas du tout sa vocation première, nonobstant les suspensions en ligne ultra haut de gamme. On aurait bien aimé d'ailleurs que le catalogue d'options inclut une paire de guidons bracelets, malheureusement ça n'est pas le cas. Mais pour tout le reste, on peut sans arrière-pensée et très facilement aller s'aventurer sur piste avec cette nouvelle Speed Triple qu'on peut réellement ajuster au micro-poil en fonction de son poids, de l'hydraulique qu'on veut, de la compression. Chaque clic de réglage a une influence sur le comportement. Sur piste, ce qui compte avant tout, c'est les suspensions. Mais le châssis inédit, il fait le boulot comme il faut. On a un excellent feeling du train avant. Il inspire énormément confiance. Beaucoup de feedback, surtout les stables, sans pour autant demander des efforts démesurés à la mise sur l'angle. La position de conduite est, on va dire, pour ce qui est de la selle en tout cas, j'ai un peu critiqué le guidon, mais pour ce qui est de la position des repose-pieds, la garde au sol est plus que suffisante. Les repose-pieds sont peut-être pas assez reculés réellement pour pouvoir charger le train avant.
mais la selle est étroite, elle est bien dessinée. Elle permet de bien caler l'intérieur de son genou et l'extérieur de sa fesse quand on déhanche, ce qui permet de faire réellement corps avec la machine. Et le quick shifter up and down est irréprochable, contrairement à quelques fois sur route où il a dératé. Ici il est juste parfait. Donc voilà, en résumé, en 180 chevaux, une courbe de coupe très pleine, qui permet pas mal d'approximations, notamment quand on découvre un circuit pour la première fois. Voilà, on peut arriver à un rapport au-dessus, on essore, ça repart. Dès qu'on arrive à 6000 tours, il y a amplement ce qu'il faut. Et l'attaque de la zone rouge et le bruit qui va avec est assez jouissif si vous êtes fan des 3 cylindres, comme c'est mon cas. Difficile de dire du mal de cette Triumph parce qu'elle est à la fois saine, je dirais pas facile, mais en tout cas voilà, très homogène, très cohérente, elle inspire confiance. Donc voilà, une machine presque zéro défaut, on va dire. Elle sera zéro défaut quand Triumph proposera une paire de guidons bracelets. Bonjour à tous. Alors la Speed Triple côté passager, ça donne quoi? Elle est super belle, hein. Moi je l'adore côté design, plutôt côté motarde on va dire. En duo, on va voir un petit peu. Bon déjà, comme de nombreuses générations, Triumph en fait vend, quand vous achetez la Speed, vous avez le capot de selle si vous voulez être entre guillemets célibataire pour la balade du jour, et une petite selle passager si vous voulez emmener quelqu'un en duo. Bon, vous voyez bien, on voit vraiment que c'est pas plus épais effectivement que le capot de selle. Les repose-pieds sont assez hauts. En fait, on va dire qu'on a une position limite sportive, et c'est surtout que c'est une planche, vous voyez l'épaisseur qu'il y a, c'est une planche de bois, donc côté confort, on va dire que c'est pas génial. Il n'y a pas de poignée, mais ça, c'est pas nouveau non plus sur ce type de modèle. Par contre, il faut avouer qu'ergonomiquement, en mettant ses mains ici, en roulant, au moins côté freinage, on peut quand même avoir une prise en cas de besoin, même si de toute façon, sur ce type de modèle, c'est mieux de se tenir au pilote, parce que, surtout avec des conduites sportives sur des roadsters de ce type-là. Je vais dire que la note, allez, 12. C'est vrai que je me souviens encore d'une balade, d'un retour du Jura vers Paris en duo sur ce type de moto, et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas évolué. Je craquerai à la borne de péage. Que dire au terme de cet essai, que ce soit sur route ou sur piste? Le plus impressionnant sur cette machine, au fait, c'est le fait que, nonobstant les 180 chevaux et le fait qu'elle soit ultra légère, on pourrait avoir l'impression qu'elle s'est radicalisée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, sa grande force, c'est qu'elle reste homogène, elle reste facile, elle reste saine, absolument en toutes circonstances. Après, si on replace ça par rapport à la concurrence, KTM avec la Super Duke est encore plus radical. Probablement un poil plus efficace aussi sur piste. Et l'autre concurrente, qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait arriver très bientôt, c'est la nouvelle Tuono dérivée de la nouvelle Aprilia RSV4. L'Aprilia devrait très logiquement être plus légère, plus efficace, aussi plus radicale, plus puissante, mais un poil plus cher, tout comme la KTM d'ailleurs. Après, la Speed Triple, ça reste un mythe. Elle a une aura que n'ont pas ses concurrentes, et surtout, c'est probablement par rapport à l'Aprilia et la KTM, elle a été avant tout développée pour la route. Elle est très efficace sur circuit, mais là où elle s'apprécie le plus, c'est sur la route. Une Super Duke et une Tuono, c'est plus à l'aise sur piste quand même. Son ADN, c'est pour la route. Voilà. Si vous êtes fan de boulons rondelles, de technique, vous retrouverez sur la page du site du Repère des Motards tous les détails, technique, puissance, coupe, etc. Si cet essai vous a plu, vous savez quoi faire. Likez tout ce qui peut être liké, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche. On se revoit très bientôt.